Maëla, je te laisse introduire Yes. notre webinaire. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui va être présenté par Jérémy Berthelot et Martin Naturel, donc deux anciens étudiants de l'ESCP. Et en gros, ce sera cette présentation sur les offres et aides financières proposées par la BPI France. Donc, je vous laisse tous les deux la parole pour la suite. Voilà, et on va faire ça en deux temps. La première partie, donc Martin et Jérémy vont pouvoir nous présenter les offres actuellement possibles et comment est-ce que vous pouvez être éligible à ces offres-là et quelles sont les démarches. Et ensuite, il y aura une grande phase de questions-réponses pour pouvoir vraiment s'adapter le plus précisément possible à vos projets. Et on leur donnera aussi vos coordonnées pour ceux, en tout cas, qui sont réellement en train de créer en ce moment pour pouvoir avoir un accompagnement personnalisé. Merci Maëva. Ouais, ben moi, on va se présenter rapidement avec Martin. Moi, pour ma part, enchanté à tous. Merci d'être venus à ce webinaire. Moi, je m'appelle Jérémy Bertolino, donc j'ai 26 ans. Je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé chez Thales pendant 1 an sur Paris, à la suite de quoi j'ai intégré le SCP pendant 1 an, master spécialisé Innover Entreprendre. Et à la suite de quoi j'ai monté aussi une première boîte qui s'appelait Next Days, une solution de livraison de repas. Et j'ai intégré juste après le premier confinement BPI France en tant que chargé d'affaires et innovation. Voilà pour moi. Et tu as fait du Factory Start. Ouais, j'ai participé au programme Start, effectivement, ouais, juste après la sortie de l'ECP. Voilà, exactement. Martin? Ouais, bonjour à tous, merci d'être présents. Ça fait plaisir de faire ce genre de présentation. Donc, moi aussi, je suis un ancien ingénieur, enfin, toujours ingénieur, mais ancien de l'ESCP, Master Innover Entreprendre également. Et puis, j'ai rejoint BPI France il y a 2 ans maintenant. Et là, je suis au rôle de responsable innovation. Donc, je coordonne un petit peu tous les financements à Paris, puisque Jérémy et moi, on opère sur Paris intramuros. Et donc, voilà, aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu notre gamme de financement que l'on propose aux jeunes sociétés qui innovent. Et puis, voilà, au fur et à mesure, les startups, puis les scale-up. Et on espère que vous allez le devenir rapidement, justement, pour développer toute la gamme que l'on va proposer. Donc, non, vraiment, on est ravis de vous parler aujourd'hui. Et puis, je pense que Jérémy, tu vas pouvoir lancer la présentation. Exactement. En tout cas, le support pour que je puisse entamer tout ça. Et oui, parce que sans support, ça va être compliqué. Exactement. Alors, je partage mon écran. Est-ce que tout le monde... Voilà, c'est en train d'arriver. Est-ce que tout le monde voit le partage? Oui, on voit très bien. Nickel, merci Antoine. Martin, tu confirmes aussi? Tu es prêt? C'est bon, je suis prêt et tu peux aller pour le show à la première slide tout de suite. Ouais. Hop là, bon, déjà, BPI France, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est la banque publique d'investissement. Globalement, on n'est pas une banque comme les autres, donc ça veut dire qu'on n'ouvrira pas votre compte en banque chez nous. Nous, on est une banque qui va accompagner les entrepreneurs sous plein d'autres formes que le simple, entre guillemets, compte courant. Et on va vous accompagner justement sur toutes les phases de développement, et ce, partout en France, puisqu'on est régionalisé, 54 implantations au total. Et donc, on sera en mesure de suivre avec proximité les entrepreneurs français, puisque, en fait, selon votre immatriculation et votre localisation géographique, eh bien, vous serez affecté à différentes délégations régionales de BPI France. Et donc, vous aurez des interlocuteurs, ou en tout cas un interlocuteur unique, en fonction de votre situation géographique. Donc ça, c'est un point assez important et qu'il ne faut pas oublier. BPI France, c'est pas qu'à Paris. BPI France, c'est 90% des décisions qui sont réalisées en région. Et donc, voilà, selon votre situation géographique, votre affectation peut varier. Donc, gardez-le en tête. Plus précisément, BPI France, c'est 2 grandes entités plus une entité. On va avoir BPI France Financement d'un côté, BPI France Investissement de l'autre, puis BPI France sur le volet international. Alors, BPI France Investissement, déjà, c'est une quinzaine de fonds thématiques, de fonds d'investissement, donc là, qui déploient des mécanismes dilutifs, où directement BPI France va prendre part au capital des sociétés. C'est la partie un petit peu médiatisée, si vous voulez, puisque voilà, on investit en
à côté de fonds d'investissement de la place et de VC de manière générale. Et on sait accompagner quasiment toutes les sociétés françaises, puisqu'on va de la très jeune start-up du numérique jusqu'aux grands groupes. Et donc, du coup, on investit différentes tailles de capitaux en prenant différentes parts au capital des sociétés sur des tickets d'investissement qui varient de quelques milliers d'euros jusque plusieurs millions. Donc, globalement, ce qu'il faut garder en tête sur ce volet investissement, c'est qu'on a plusieurs fonds pour toute taille de société, avec évidemment une sélection drastique des sociétés, puisque voilà, on va avoir beaucoup d'appelés et peu d'élus sur ce volet-là. Et donc, BPI France se place toujours comme fonds suiveur des autres fonds. On ne sera jamais en leader sur les tours d'investissement. Donc, souvenez-vous, BPI France Investissement, c'est du dilutif, pardon. Si vous les sollicitez, vous céderez des parts de votre capital à BPI France Investissement. De l'autre côté, BPI France Financement, dont on fait partie avec Jérémy, cette fois-ci, on met en place avec 5 métiers différents que des mécanismes non dilutifs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne prendra pas part à votre capital, on interviendra avec des mécanismes de dette que l'on demandera à rembourser. Donc voilà, il faut bien distinguer le financement et l'investissement. Et sur le volet international, on va avoir des aides qui permettent aux entrepreneurs d'aller tester leurs solutions à l'international. On ne développera pas trop cette partie-là aujourd'hui, mais sachez que ça existe. On fait un petit focus rapidement sur ce que l'on ne fait pas et ce que l'on pense qu'on fait. Donc, BPI France, on va intervenir sur tout un tas de dispositifs qu'on vous rappellera juste après et qu'on va détailler. Mais sachez typiquement que les prêts d'honneur, on ne les dispense pas. Ça, c'est quelque chose qui est un peu mythique au sein de BPI France. On vient souvent nous voir en disant est-ce qu'on pourrait avoir un prêt d'honneur? Alors nous, on ne les dispense pas et ça fait partie des solutions hors BPI France qui servent justement dans des phases très early. Martin, qu'est-ce que c'est un Comment? Je ne suis pas sûre que tu saches ce que c'est qu'un prêt d'honneur. Oui, je vous le redétaille. Donc effectivement, le prêt d'honneur, et je commence par celui-là, même s'il est en deuxième dans ma liste. Donc le prêt d'honneur, c'est un dispositif que peut vous octroyer certains établissements comme Paris Innovation Entreprise ou encore comme Raise ou Wilco ou France Active, etc. Et donc ces dispositifs, ce sont des prêts qui sont réalisés sur votre personne physique, donc vous en tant qu'individu, pas votre société, et que vous allez être en mesure d'incorporer en compte courant d'associé dans votre société personne morale cette fois-ci. Et donc en fait, ça permet quoi? Ça permet de vous créer un petit capital de départ pour votre société, puisque les institutions qui les dispensent sont en mesure d'intervenir assez tôt dans la création de votre société. Donc ils visent à financer diverses choses, peut-être la R&D au début, un petit peu de commercialisation, mais en tout cas, ils seront faits sur votre personne physique, dédiés à votre personne morale. Voilà. Et ils sont remboursés qu'en cas de succès de l'entreprise? Non, il n'y a pas un point comme ça. Globalement, s'il s'appelle prêt d'honneur, c'est qu'effectivement, les modalités de remboursement sont souvent assez simples et simplifiées et pas trop anxiogènes, si je puis dire. Maintenant, je me permettrai pas de les détailler en fonction de chaque institution. Évidemment, les règles du jeu sont fixées par chacune des entités et on pourra revenir sur les quelques établissements qui les dispensent si vous le souhaitez. Mais sachez justement que ce n'est pas BPI France qui fixe les règles de ces prêts d'honneur, c'est bel et bien les établissements et les institutions de manière indépendante. Donc ça, c'est un des moyens assez privilégiés par un certain nombre d'entrepreneurs pour lancer en tout cas les premiers développements à un stade très early de leur projet. Après, on a évidemment l'apport personnel en fonction de vos fortunes respectives, qui est un très bon moyen d'aller financer les premières phases de faisabilité. Et puis après, on a aussi la levée de fonds Friends and Family. Ici, on oublie très certainement le crowdfunding qui est aussi hyper intéressant en termes de premier financement. Et puis, les banques classiques qui ne sont pas non plus dans la liste, qui savent faire des financements de création d'entreprises et qu'il ne faut pas oublier, puisque ça reste des mécanismes intéressants et incitatifs sur lesquels, en plus, BPI France peut avoir une contre-garantie qui permet de faciliter ce prêt bancaire. On pourra y revenir ensuite. Donc voilà, ça, c'est vraiment les solutions hors BPI France qui vous permettent d'aller chercher vos premiers financements d'amorçage et qui sont assez importants justement pour faire levier sur nos propres financements également.
Alors maintenant, le parcours chez BPI France, comment ça se passe? Alors sachez que effectivement, c'est un parcours qu'on propose puisque ce qui est très bien pour nous, c'est de commencer par un premier financement et de venir refinancer la société au fur et à mesure de sa croissance. Donc, vous pouvez intégrer le parcours de financement à n'importe quel stade de maturité dans lequel vous êtes. Mais évidemment, si vous avez commencé au tout début avec une bonne relation, eh ben, ce sera beaucoup plus facile d'aller au stade d'après dans les dispositifs que l'on propose. Maintenant, voilà, sachez que vous pouvez rejoindre ce parcours à n'importe quel moment de votre développement. Maintenant, si vous êtes en face de nous aujourd'hui à la Blue, ce qui vous intéresse, c'est potentiellement ces phases de faisabilité puis de développement. Et donc, si on se focus un petit peu sur ce parcours à ce moment-là, eh bien, on sait au début d'un projet, dans les phases de faisabilité et de création, apporter notre aide via des mécanismes de subvention. Donc, comme leur nom l'indique, c'est des mécanismes qui ne sont pas remboursables. C'est de l'argent que l'on vous met à disposition à condition de remplir le contrat que l'on s'est mutuellement donné sur le développement de votre R&D dans cette phase de faisabilité. Puisque quand on parle de faisabilité, on ne va pas encore parler de financement du marketing, etc. On va vraiment parler du financement de votre R&D au début. Et c'est ça le contrat qu'on a non seulement avec l'État, mais aussi avec vous dans ces propositions de subvention. Sachez que ce sont des dispositifs qui sont aussi souvent régionalisés. Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup d'acteurs partenaires de BPI France sur ces mécanismes-là, notamment la région Île-de-France pour celle que l'on connaît ici, mais ça peut être aussi dans d'autres régions en France, comme je vous le disais au début. Et puis la ville de Paris aussi qui met à disposition un certain nombre de fonds qui nous permettent de subventionner des programmes de recherche et de développement. On a également un focus sur les aspects plus deep tech, où là, on va aller être davantage incitatif, si je puis dire, en termes de montant, sur des projets qui ont une vocation technique et technologique très, très importante, donc souvent proche d'un laboratoire, typiquement avec une mise sur le marché qui pourrait être assez lointaine. Donc, sur les phases de faisabilité, on privilégie de la subvention euh, pour financer de la tech et seulement de la tech. Okay. Ensuite, quand on va évoluer un petit peu, on va arriver vers le développement, le moment où on a un premier POC, où on a une V1 qui fonctionne, peut-être son premier ou ses premiers clients qui adhèrent à cette solution-là, et où on a un besoin justement de commencer le financement d'une version plus robuste, de recruter et de structurer peut-être un petit peu plus son équipe tech. Et cette fois-ci, on va avoir des financements de la R&D qui vont être ventilés en plusieurs types d'aides que Jérémy va vous préciser juste après. On a encore un petit volet de subvention, mais qui va forcément être un peu plus à la marge, surtout si vous avez déjà obtenu une première subvention au démarrage. Mais après, on va plutôt être sur des dispositifs remboursables. Toujours focalisé sur un projet de R&D pour venir vous aider à financer votre immatériel dédié à cette R&D-là. Et on peut venir en parallèle sur ce volet-là de la commercialisation avec des dispositifs cette fois-ci remboursables et sans garantie que, encore une fois, Jérémy vous précisera après, pour vous aider cette fois-ci sur le volet plutôt marketing, commercialisation, communication, recrutement de sales, de customer success, etc. Donc là, on arrive sur un moment où, en général, ça s'accompagne soit d'une levée de fonds structurante, ou sinon voilà, d'un historique financier qui commence à se solidifier. Donc là, on est sur des processus de financement un peu plus lointains par rapport au stade de la faisabilité. Et puis derrière, on accompagne la croissance des sociétés qui ont déjà une très bonne preuve de croissance historique, qui ont une solution qui est fonctionnelle et qui permet d'accompagner les levées de fonds série A, série B, série C pour aller plus loin justement dans cette croissance et accompagner cette accélération. Donc, euh, donc voilà, vous voyez un parcours de financement dans le sens où ce continuum-là, il y a des sociétés qui l'ont obtenu du début jusqu'à la fin. Je pense notamment à un Doctolib, typiquement, qui est un bon exemple. Doctolib, on a encore leur dossier de subvention dans nos fichiers de 30 000 euros et on les a accompagnés sur tout ce continuum-là. Aujourd'hui, ils sont assez indépendants par rapport à ce que l'on sait proposer à l'innovation. Mais globalement, c'est le type de société que l'on a accompagné via tous ces grands jalons de financement. Donc
voilà, essayer d'intégrer ce parcours-là, de ne pas hésiter justement à nous solliciter, même si c'est un poil trop early, on saura vous le dire, mais en tout cas à nous solliciter assez tôt, plutôt que d'arriver à un moment où il serait pas trop tard, mais où il serait un peu plus difficile d'aborder une relation avec BPI France. Jérémy, je te laisse expliquer un petit peu la ventilation entre nos deux grandes familles de financement. Ouais. Après, tu as dit Doctolib, hein, moi de mon côté, on peut aussi citer Alan, hein, qui a vraiment aussi profité de tout ce continuum. Sur les exemples connus, en plus Alan qui vient de relever une dernière grosse levée. Donc ce sont les exemples sur du long terme auxquels on vous souhaite tous d'être aussi d'arriver à ce stade. Pour les deux familles de produits, oui, du coup, merci Martin pour la main. Martin vous a vraiment très bien expliqué ce continuum de financement, voilà, de la phase de faisabilité d'un projet jusqu'au développement de la croissance au sein d'une start-up et d'une entreprise. Les deux grandes familles aujourd'hui auxquelles on est à cheval, c'est qu'on a vraiment cette première aide à l'innovation qui arrive finalement pendant tout le continuum de financement et à n'importe quel état d'avancement de la société, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a toujours des challenges R&D à n'importe quel moment. Et principalement, on vient avec ces aides à l'innovation vraiment vous accompagner donc, sur de la subvention. Pour être un peu plus précis, sur la région Île-de-France et auquel nous, en fait, on appartient, on a deux grandes sous-familles de subventions au niveau de la ville de Paris, aujourd'hui, avec cette subvention qui est le Paris Innovation Amorçage, et avec aussi la région Île-de-France. Voilà, donc c'est deux conventions auxquelles, de façon, on va dire, en codécision, en tout cas, avec un double regard sur le dossier, on accompagne les startups dans leur phase de faisabilité, mais aussi maintenant développement avec le dispositif InnovUp de la région auquel on pourra y revenir dans des questions-réponses, qui sont aujourd'hui à des niveaux de subvention, donc voilà, de l'argent vraiment qu'on met à disposition pour la phase de faisabilité. Je refais un petit point peut-être aussi sur l'éligibilité pour être un peu plus précis sur les prises en compte en fait, des dépenses R&D. Bien sûr, on parle des dépenses très classiques comme des ingénieurs, des développeurs, mais aussi on parle d'études de brevetabilité. Hein, quand une entreprise vient déposer un brevet, il y a aussi de l'accompagnement sur ça. Ça peut être aussi même des frais juridiques liés à ce dépôt de brevet. On a vraiment un ensemble de dépenses R&D qui est un scope assez large auquel c'est vraiment censé vous accompagner sur la phase de faisabilité et de développement du projet. Sur des mécanismes de dette, donc là, ce sont des prêts. Effectivement, on a ces deux mécanismes qui sont l'avance remboursable et le prêt d'innovation. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on est sur des durées de financement aujourd'hui de 7 années, avec 2 années de différé pour vraiment laisser maturer le développement R&D et finalement arriver sur ces 2 années avec potentiellement une commercialisation et déjà générer du premier chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment l'aide à l'innovation sous format de dette. Pourquoi, en fait, quelle différence on peut mettre entre l'avance récupérable et le prix innovation? Nous, en tant que chargé d'affaires innovation, l'objectif, c'est aussi de challenger le projet sur son risque technique, sur l'aboutissement du programme d'innovation qu'on va construire ensemble et voir aujourd'hui et d'identifier les points bloquants qui pourraient, en fait, si vous voulez, qui ne permettrait pas de finir le programme d'innovation à l'entreprise, auquel on va venir ventiler une aide qui est un peu plus risquée, comme l'avance récupérable, et un prêt d'innovation qui lui va accompagner une phase de développement auquel on aura vraiment compris tout l'ensemble des risques sur le projet. Et enfin, une troisième partie qui est importante aussi à prendre en compte, c'est les concours auxquels BPI propose avec ses partenaires aussi en région, auxquels on est sur des mécanismes intégralement de subvention. On pourra prendre deux concours, par exemple, le concours iLab et le concours iNov, qui sont deux concours assez connus aujourd'hui auxquels BPI est vraiment opérateur et a un regard vraiment challengeant sur les dossiers, auxquels on est sur des mécanismes aussi pareil de financement de programmes d'innovation avec la startup, auquel voilà, on a un mécanisme de subvention et donc le mécanisme de lauréat et de concours, et qui permet aussi, qui est aussi une porte d'entrée finalement, une autre porte d'entrée à BPI pour aussi se faire connaître
et développer aussi son réseau au sein de BPI. Ça, c'est donc l'aide à l'innovation, les principales… Précise. Ouais. Juste préciser une petite chose sur l'aide à l'innovation. On va vraiment avoir une vision projet sur ce financement-là, enfin, sur cette famille de financement-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va venir financer une partie de votre projet de R&D. Donc, vous allez savoir nous fournir un cahier des charges des développements que vous souhaitez réaliser sur le volet R&D. Vous allez également savoir nous fournir un budget de ce projet-là qui va intégrer une liste des dépenses. Donc, ça peut être de l'ingénierie, ça peut être, comme l'a dit Jérémy, ça peut être dépôt de brevet, du juridique à la marge, le recrutement d'un CTO typiquement. Et donc, sur ce budget-là, qui va être une certaine somme, on va être en mesure d'en financer une partie seulement. Donc, on ne financera jamais 100% de votre projet de R&D. Et on aura cette vision justement sur comment est-ce que, enfin, cette demande, en tout cas ce challenge de dire comment est-ce que vous allez financer la partie que nous, on ne financera pas. Et ça va vraiment être le cœur de notre étude, on va dire plutôt financière, on y reviendra juste après. Mais globalement, ce qu'il faut garder à l'esprit avec ces aides à l'innovation, c'est qu'on finance un projet de R&D sur une liste de dépenses éligibles à cette R&D, tout en finançant qu'une seule partie du programme entre 30 et on va dire 60% de votre projet de R&D. OK? Je te laisse, Jérémy, sur les principes garantis. Voilà, ça c'est ce qu'a ajouté Martin. Effectivement, il y a cette logique de cofinancement à bien garder en tête. Sur le deuxième volet en fait, de développement auquel BPI propose, donc ces prêts sans garantie, aujourd'hui, qui sont des prêts, ce qu'on appelle de croissance, auxquels en fait, on vient accompagner l'entreprise sur sa croissance et en fait, à savoir finalement tous les autres axes de l'entreprise que vous devez développer, à savoir le recrutement de business développeurs, du marketing, la communication, donc on est vraiment sur tous les autres axes de l'entreprise auxquels le développement est nécessaire à un moment donné où en tout cas vous commencez à générer du chiffre d'affaires, avoir une traction commerciale, un portefeuille client qui commence à être avéré. Et là, avec ces prêts garantis, on a ce premier prêt d'amorçage auquel chez nous, on est toujours en ligne avec notre continuum de financement, auquel généralement on doit avoir en prérequis avoir eu déjà une aide à l'innovation pour avoir ce continuum de financement, une phase d'abord de faisabilité qui vous amène à la génération de premiers chiffres d'affaires et clients et auquel, en fait, à ce moment-là, on vous aide, on vous accompagne sur ce financement à la croissance de l'entreprise. Le deuxième dispositif, un peu plus particulier, le prêt d'amorçage investissement, lui vient vraiment récompenser l'effort privé d'une société, à savoir généralement quand elle vient lever des fonds avec des investisseurs avisés, comme par exemple des VC, des fonds d'investissement ou des clubs de business angel, auxquels en fait BPI, on vient avec ce prêt d'amorçage d'investissement gonfler un peu, si vous voulez, cette poche au moment de la levée de manière non dilutive, à l'aide aussi toujours d'un prêt de croissance et qui va permettre de financer vraiment cette phase de croissance et toujours pareil de recrutement, de bizdev, commercial et marketing. Donc ça, c'est sur une phase véritablement pour accélérer votre croissance. Aujourd'hui, on est sur des financements non dilutifs, généralement sur des durées de 8 années de financement, auxquelles, toujours pareil, on vient toujours faire généralement 3 ans de différé et 5 ans de remboursement pour laisser maturer encore une fois ce développement commercial pour que, une fois que vous arrivez à ce remboursement-là, vous êtes en pleine possession de vos moyens pour venir rembourser ce type de prêt. Peut-être une réaction pour pas que les participants soient en panique. On est d'accord que toute cette connaissance-là, justement, c'est vous qui l'avez, d'où l'intérêt de vous solliciter très tôt pour pouvoir échanger avec vous et que vous puissiez flécher en disant, voilà, sur les 15 possibilités, il y en a 3 envisageables et on creuse, quoi. Exactement, ouais. C'est un point hyper intéressant, juste par rapport à ça, où effectivement, c'est pas des produits sur étagère que vous allez prendre et dire ça c'est pour moi, merci BPI France. Non, c'est un petit peu l'inverse, c'est que vous allez venir nous voir avec un projet à venir financer et en tout cas une connaissance accrue de vos dépenses prévisionnelles et de vos futurs investissements dans votre projet. Et en fonction de cela et de vos moyens, on sera en mesure de définir si c'est plutôt un produit ou un autre qu'il faut mettre à votre disposition. Cette présentation, elle est vraiment là pour justement connaître un petit peu à quel moment venir discuter avec nous sur certains sujets. Et donc là, le message important là-dedans, c'est que quand vous avez de la R&D à financer
eh bien, il faut venir nous voir. Et quand vous levez des fonds et que vous avez des perspectives de commercialisation et de marketing importantes pour votre croissance, il faut venir nous voir également et ce sera peut-être plutôt sur le type prêt sans garantie. Voilà. Jérémy, je te... Ouais, non, donc effectivement, sur cette partie, comme Martin l'a dit, on fait vraiment du sur-mesure et l'objectif de cette présentation, après, c'est de pouvoir réorienter les entrepreneurs vers le bon interlocuteur déjà en fonction de la géolocalisation et deuxièmement, voilà, de leur proposer, en tout cas, de leur montrer que nous, c'est du coût humain et vraiment, c'est pas, comme disait Martin, des produits sur étagère. La suite, et je pense que là, du coup, ça va vraiment, c'est hyper intéressant qu'on reste on se concentre sur cette partie. Aujourd'hui, finalement, quels sont les points clés d'une analyse côté BPI quand on vient de challenger l'entreprise? Bah, en fait, on a trois grandes parties aujourd'hui. On a déjà, si vous voulez, le stade d'avancement de l'entreprise, donc en fait son caractère innovant. Aujourd'hui, l'innovation, c'est plus seulement la grande innovation de R&D auquel il y a forcément des chercheurs, etc. On est aussi sur un pléthore d'innovations, innovation d'usage, de services. Donc, à nous, en tant que chargé d'affaires innovation, de venir challenger l'innovation que porte le porteur de projet. Donc, effectivement, avec le caractère innovant, quel caractère différenciant vous apportez sur le marché, quels sont les développements R&D, donc immatériels d'innovation que vous allez mettre en place pour faire votre premier MVP ou votre version 1 du produit. Donc une partie innovante. La deuxième, finance. Finalement, sur les projets early stage, on est finalement le premier accompagnement auquel vous allez vraiment monter votre business plan. Et on vous challenge sur la montée en fait de votre business plan, tout simplement. On va regarder ce que vous nous présentez, donc en fait ce qu'on appelle un PNL, donc le compte de résultat, votre plan de financement, votre plan de trésorerie aussi, comment vous voyez vous financer durant les 24 prochains mois. Et bien sûr, en fait, le business model. Donc, on est vraiment, je trouve, le premier passage auquel vous allez présenter votre première version de business model, business plan, et auquel nous, on va venir vous challenger dessus sur cette partie financière. Et aussi, comme le disait Martin aussi en début de présentation, on vient aussi regarder vos fonds propres. Qu'est-ce que vous avez mis au capital au départ? Est-ce que vous avez des comptes courants d'associés? Est-ce que vous avez déjà levé des fonds? Est-ce que vous êtes en recherche? C'est ce qui va aussi permettre de voir ce qu'on va pouvoir en tout cas faire ensemble ou non sur cette structure financière-là. Et ça, justement, c'est aussi notre but de venir vous challenger dessus. Troisième grand point, quelles sont aujourd'hui les levées de croissance à court terme, moyen terme? Est-ce que vous êtes rentable dans 1 an, 2 ans? Quel est votre business model? Est-ce que vous allez faire un pivot? Est-ce que sur votre marché, vous vous positionnez est-ce que vous êtes déjà positionné? Quelle est votre stratégie de développement? Et là, on est vraiment sur un échange formel ou informel ou auquel on vient prendre du temps avec vous pour vous challenger sur des questions pertinentes auxquelles vous n'avez pas forcément pensé et voilà, des points importants pour l'accompagnement. Et peut-être, ouais. Et un dernier truc aujourd'hui sur ces points-là, sur ces 3 points dont on n'a peut-être pas parlé, mais c'est l'équipe aussi. C'est-à-dire que quand on vient aussi regarder, analyser un projet, on vient regarder l'équipe, hein, comme un investisseur pourrait aussi le faire quand il vient investir dans une société. On s'attache vraiment à ce que déjà, premièrement, on rencontre l'équipe, les dirigeants, et c'est vraiment avec eux qu'on passe le plus de temps, et c'est eux vraiment qui viennent aussi montrer ce qu'ils ont dans les tripes, entre guillemets, et auxquels nous, ça nous permet aussi de pouvoir les challenger sur l'équipe et voilà, sur le développement du projet. Donc l'équipe, bien sûr, est très importante aussi dans l'analyse du projet. Ça, c'est important. Oui, effectivement, ce point-là est essentiel. Merci de l'apporter. Et justement, j'ai une question. Un peu, à quel point est-ce que vous croyez au business plan? À quel point est-ce que toutes ces projections finalement sur ce que pourrait être l'entreprise, vous les prenez au sérieux ou est-ce que c'est plus la capacité de l'entrepreneur à se poser les bonnes questions et à être agile dans sa réflexion? Parce que, en tout cas, nous, dans l'accompagnement qu'on a au programme Start, on insiste bien auprès des entrepreneurs sur le fait que finalement, un projet, c'est une exploration. C'est quelque chose qui se découvre et que si c'était une recette qu'on pouvait mettre sur un papier et on appuie et ça sort, ça se saurait, ce serait plus de l'entrepreneuriat, voire ce serait plus innovant et pas intéressant. Du point de vue de la BPI, je comprends qu'en tant que banquier, vous êtes obligé quelque part de dire bon, ok, il faut qu'on minimise notre risque.
mais ça reste théorique finalement. Et quel est, en gros, en vrai, en vérité, qu'est-ce que vous regardez vraiment? Est-ce qu'un business plan, c'est si sérieux que ça et si convaincant? Ouais. Non, mais c'est un point super intéressant parce que, enfin, nous, on en voit tous les jours des business plans et pléthore. Hein, voilà, sur le nombre de sociétés que l'on accompagne, bah, il y a à chaque fois un business plan. Effectivement, c'est un élément qui est essentiel. Bah, il traduit plusieurs choses en fait que l'on va regarder prioritairement. Déjà, c'est l'ambition du projet. Est-ce que dans un an, est-ce que dans un an, c'est 150% de croissance ou est-ce que c'est 40% de croissance parce que c'est pas les mêmes marchés, etc. Donc, il traduit en fait déjà voilà l'ambition et le futur à court moyen terme du projet. Et ça va être important pour nous pour voir dans quel état d'esprit on se fixe, dans quelle perspective de croissance on interviendrait, de délimiter aussi un petit peu mieux le projet. Est-ce qu'il va falloir financer sur du très court terme avec l'étude sur 12 mois ou plutôt 24 mois et y revenir rapidement après parce que c'est une société qui va souvent lever des fonds et donc il va falloir l'accompagner aussi de manière plus régulière? Ou est-ce que c'est plutôt un profil PME qu'il faut bien accompagner une première fois sur lequel le profil de risque est un peu plus limité et donc sur lequel on va peut-être avoir une récurrence d'intervention un peu plus faible? Donc en fait, ça nous indique vraiment une vision plutôt que la donnée chiffrée de la trésorerie dans 24 mois. Par contre, là où on va être beaucoup plus regardant par rapport à ce document, ça va être sur le plan de financement à court terme, surtout sur de la subvention. Nous, on va devoir avoir l'assurance que vous allez être en mesure de financer la partie du projet que l'on ne va pas financer. Et ça, le business plan, il va nous donner une indication précieuse, c'est euh, la trésorerie à date et les apports qui pourraient être réalisés sur cette trésorerie. Ça peut être le prêt d'honneur qui est incorporé dans votre société, comme je le disais tout à l'heure. Ça peut être une levée en Friends and Family qui s'intègre dans votre business plan et qui démontre votre capacité à financer le projet. Et donc ça va être l'élément majeur que l'on va regarder, en tout cas au début. Et le business plan va nous servir plus largement à comprendre à quel rythme on va devoir intervenir sur votre société et quel profil de société vous êtes en train de prendre. Évidemment, le business plan va être amené à changer au cours de votre croissance en fonction des différents jalons que vous allez atteindre. On ne le prend pas comme un document contractuel dans le sens où c'est pas quelque chose qui, s'il n'est pas respecté, on ne viendra plus jamais vous intervenir sur votre société, bien que ce soit un élément largement facilitateur. Si jamais vous respectez votre BP, forcément qu'on aura une confiance accrue en votre projet sur nos réinterventions. Mais on comprend bien qu'il peut y avoir des mouvements. Tant que vous savez les justifier, c'est quelque chose qui est, selon moi, le plus important. Euh, pour finir sur ce point-là, euh, on peut vous faire confiance aussi sur votre croissance. Maintenant, c'est plus difficile quand vous partez de zéro de se dire bah, mon premier client, je vais l'avoir dans 6 mois. Là-dessus, c'est des choses qui sont un peu plus complexes. Maintenant, sur ces phases de démarrage et d'amorçage, il faut être en mesure toujours d'avoir un argument ou deux en faveur de ce chiffrement-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les choix que vous faites dans un BP sur votre première année, dans les 12 mois, ils doivent pouvoir être justifiés. Euh, dans 24 mois, si vous savez pas si vous allez lever 5 ou 10 millions ou pas lever du tout ou faire quoi et quoi, je le comprendrai. Maintenant, dans les 12 mois, il faut à minima être en mesure de dire, je sais que je peux espérer du chiffre d'affaires à ce moment-là parce que je vais commencer mon marketing ici et que je vais avoir un premier retour sur investissement 3 semaines après. Il faut avoir des arguments là-dessus. C'est tout. Merci. Ouais, ben, j'aurais pas dit mieux, Martin, et surtout que moi, ce que je peux juste rajouter sur cette partie-là, c'est que ça vous forme véritablement à, euh, à cette partie financière que quand on est entrepreneur et on vient pas forcément du monde de la finance, on doit s'y atteler parce que c'est vraiment la carte d'identité financière, que ça soit pour BPI France, bon, qui a des mécanismes de financement et investissement, mais que ça soit pour la recherche de fonds à côté, que ça soit pour un prêt d'honneur, que ça soit pour lever euh, voilà, une première que vous voulez présenter même à votre business angel. Donc c'est vraiment, je pense qu'on vous apporte aussi de la matière sur cette carte financière-là que
beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas forcément à l'origine et qui n'ont pas forcément dans l'équipe aussi. Donc, on prend le temps avec vous de vraiment vous challenger sur ce BP, sur ces premiers accompagnements. Ouais. Voilà, Et à votre banque classique aussi, hein, parce et à votre que banque classique aussi. Ouais. voilà, c'est important de savoir communiquer avec elle. Et tout ça pour dire que voilà, il n'y a pas de vision non plus déterminée de ces business plans-là. Nous, il est récurrent que l'on en reçoive plusieurs versions aussi de la part d'un même projet, enfin, d'une même équipe. Et donc, du coup, voilà, faut pas hésiter à itérer sur ce document-là. Bon, à un moment, on se fixe quand même sur une version pour une étude approfondie. Mais voilà, on peut aussi avoir cette casquette comment dire, voilà, de challenger d'hypothèses. Ouais, je vois que le temps file, hein. Je pense que vous avez plein de questions à nous poser après. On fait un dernier focus sur l'accompagnement, en fait, qui est un pôle à proprement parler, hein, avec une équipe hyper compétente chez nous, qui permet d'accompagner, en fait, à avoir des accompagnements complètement annexes à tout ce qu'on vous a présenté depuis le début. Donc, je pense au diagnostic croissance. Donc, on les accompagnants qui s'appellent des diagnostics. Pourquoi? Ça permet, en fait, généralement à avoir déjà sorti leur premier chiffre d'affaires, avoir un peu de traction commerciale. Et en fait, grâce à ces diagnostics croissance, aujourd'hui, ça permet à l'entreprise véritablement de se faire challenger sur et de se faire accompagner sur marketing. Ça peut être une vision financière, stratégie financière. Dois-je lever des fonds? Dois-je attendre? Voilà, on a en fait ces mécanismes-là d'accompagnement sur le diagnostic croissance, diagnostic design beaucoup plus poussé sur la vision marketing justement. Et comment ça se matérialise? C'est très simple. En fait, chez BPI France, on a une base. Ça coupe pas mal, Jérémy. Stratégie financière. Ah, les autres, tout le monde nous entend? Très bien. Ouais. Nickel. Donc, juste ce que je disais, c'était que voilà, le pôle accompagnement a en fait en place de l'évolution du stade d'avancement de l'entreprise, marketing, avec le et soit aussi, donc après on a aussi le diagnostic côté diagnostic data IA, qui sont des donc alors comment ça se met en place? Il se subventionne la prestation de moitié, donc des mécanismes qui vont jusqu'à 5 000 € de prestations, auxquelles en fait c'est de prendre la bonne direction. Et c'est comme ça que nous, BPI, on vient vous aider sur ce produit-là. Martin, tu veux ajouter quelque chose ou tout est bon pour toi? Non, justement, j'allais te couper pour laisser place à notre merveilleuse adresse mail, Voilà, c'est ça. adresse URL qui en fait vous permet, et ça me permet d'engager sur la première question, en fait vous permet de demander une mise en relation innovation. Et ça, en fait, c'est hyper précieux parce que vous allez être en relation directement avec un interlocuteur qui sera en mesure de vous aiguiller sur le bon dispositif. Et donc, n'hésitez pas à faire ces demandes de mise en relation. Et puis après, vous allez en fait avoir une personne attitrée et un interlocuteur avec qui vous allez pouvoir échanger sur ces problématiques-là de financement et qui pourra vous rediriger vers les différentes modalités de dépôt en fonction des dispositifs que l'on vous a présentés. Donc, je vous rassure aussi sur la documentation qui vous sera demandée. On a souvent l'impression qu'il va falloir créer mondes et merveilles pour pouvoir nous séduire. Mais pas du tout. En fait, nous, ce qu'on va vous demander, c'est des documents qui sont assez classiques. On va partir du pitch deck, donc clairement de la présentation de la société. On va accompagner ça du business plan à 3 ans, donc vraiment votre Excel de pilotage avec tous vos chiffres qui vous permettent de vous projeter. Et puis après, on va avoir des documents qui seront un peu plus focalisés sur le projet de R&D à venir financer, comme je vous disais tout à l'heure, un cahier des charges et un budget. Et avec ces 4 documents-là,
que vous allez produire vous-même, on sera déjà en mesure de très bien étudier un dossier, d'aller en profondeur sur vos sujets de financement et d'avancer avec vous. Maintenant, on a quand même eu un volet KYC, donc sur le volet plus administratif, où on vous demandera évidemment de la documentation, mais que vous n'aurez pas à produire, si vous voulez. Donc là-dessus, je vous rassure, prenez un rendez-vous sur cette URL-là, vous allez vous allez avoir votre interlocuteur et vous allez pouvoir lui poser des questions beaucoup plus spécifiques sur des dispositifs beaucoup plus précis.